Il y a environ 4 milliards et 500 millions d'années, la Terre était encore une planète nouveau-née, un corps incandescent forgé à partir des restes de poussière cosmique et de débris laissés par la formation du Soleil. La gravité agglutinait CES particules dans un processus de collision violente, faisant croître la planète en masse et en chaleur. Cette chaleur, combinée à l'énergie résiduelle des impacts colossaux et à la décomposition radioactive d'éléments lourds, conduisit à la différenciation de l'intérieur terrestre. Les matériaux les plus denses, comme le fer et le nickel, s'enfoncèrent et formèrent le noyau, tandis que les plus légers remontèrent et créèrent le manteau et la croûte. Ainsi naquirent les premières couches géologiques de la planète, chacune avec des propriétés et des fonctions distinctes. La croûte fine et irrégulière devint la scène des futures transformations de surface, tandis que le manteau, épais et visqueux, se déplaçait lentement sous d'intenses pressions, permettant la dérive des continents et le recyclage de la croûte grâce à la tectonique des plaques. À mesure que la planète se refroidissait en surface, les premiers bassins océaniques se formèrent et avec le temps, les premières masses continentales commencèrent à se consolider. Les vents solaires et les bombardements d'astéroïdes diminuèrent et l'atmosphère primitive, d'abord toxique et composée de dioxyde de carbone, de méthane et d'ammoniac, commença à se transformer. C'est dans cet environnement encore hostile que tombèrent les premières pluies, refroidissant le sol et remplissant les dépressions d'eau. À cette époque, la planète commença à enregistrer les premiers cycles sédimentaires. Des débris de roches et des particules organiques étaient transportés par des rivières primitives et déposés sur les fonds océaniques, formant couche après couche de sédiments. Ces bassins sédimentaires, sous le poids de millions d'années, devinrent les coffres souterrains de la matière organique qui donnerait un jour naissance aux combustibles fossiles. Mais pour comprendre comment apparaissent le charbon, le pétrole et le gaz naturel, il faut saisir le rôle essentiel de la vie microscopique et de la végétation ancienne dans la formation de CES réserves. Durant les ères paléozoïques et mésozoïques, d'immenses forêts couvraient de vastes régions de la planète, composées de fougères géantes, de lycophytes, de conifères ancestraux et de ptéridophytes. En mourant, CES plantes s'accumulaient dans des marécages humides, pauvres en oxygène. C'est eux qui empêchaient la décomposition complète du matériel végétal. Avec le temps, CES couches végétales furent ensevelies sous les sédiments, comprimées et lentement chauffées dans des processus géologiques durant des dizaines de millions d'années. Ainsi, couche après couche se formèrent les gisements de charbon, principalement pendant la période carbonifère, entre 360 et 300 millions d'années de notre ère. Dans les environnements marins, le processus était similaire, mais impliquait l'accumulation de plancton, d'algues microscopiques et de restes d'organismes marins. Ces débris s'enfonçaient et se déposaient dans les fonds océaniques anoxiques, où la décomposition restait partielle et où la matière organique se conservait sous forme de boues riches en carbone. Au fil de millions d'années, l'enfouissement continu, allié à la pression et à l'élévation de la température, transformait cette boue en kéragène, un précurseur du pétrole et du gaz naturel. À mesure que le kéragène était soumis à de plus grandes profondeurs et à des conditions extrêmes de chaleur et de pression, les hydrocarbures liquides et gazeux commençaient à se former et à migrer à travers des roches poreuses avant de rester piégés sous des couches imperméables, constituant ainsi les réservoirs. Ce processus géologique est si lent et exigeant qu'un seul litre de pétrole peut mettre jusqu'à 300 millions d'années pour se former. La genèse de CES Ressources demande un équilibre précis entre le taux de dépôt organique, l'absence d'oxygène, le type de sédiment et les conditions thermiques du bassin. C'est pourquoi les plus grandes réserves de pétrole et de gaz naturel se trouvent concentrées dans peu de régions du globe, qui réunirent dans le passé CES conditions spécifiques, comme le Moyen-Orient, le golfe du Mexique, le bassin de l'Amazone, la mer Caspienne et la Sibérie occidentale. Chacune de ces régions garde dans ses profondeurs la mémoire minérale d'aires oubliées, préservées dans des roches qui furent jadis mers, forêts, marécages ou déserts. Ces formations ne racontent pas seulement l'histoire de la Terre, elles révèlent aussi la complexité de notre dépendance moderne. Car l'énergie qui fait avancer les voitures, tourner les usines et briller les villes ne surgit pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'un processus géologique patient, aveugle et indifférent à la précipitation humaine.
C'est eux que nous extrayons aujourd'hui avec des foreuses et des explosions fut autrefois de la vie. Une vie transformée en énergie au fil de cycles incompréhensiblement longs. Et tandis que l'humanité cherche à accélérer toujours davantage son rythme de production et de consommation, les processus naturels restent immuables, nous rappelant que la nature ne travaille pas avec hâte, mais avec précision. Pour comprendre la véritable nature du charbon, du pétrole et du gaz naturel, il faut plonger dans un temps qui échappe à notre perception humaine. Un temps géologique, mesuré non en années ni en siècles, mais en millions d'années. Les combustibles fossiles ne sont pas seulement des ressources, ceux sont des héritages fossilisés de la vie elle-même. Chaque particule de carbone qu'ils contiennent porte l'histoire d'un organisme qui un jour respira, grandit ou flotta dans les océans primitifs. Au fil des ères, ces formes de vie disparurent et s'accumulèrent dans les sédiments de la planète, étant lentement transformées, comprimées et cuites dans l'intérieur de la Terre par des pressions colossales et des températures élevées. C'est ces cycles profonds, silencieux et prolongés qui transforment la vie morte en énergie stockée. Le astérisque, charbon, provient principalement de forêts humides et denses, qui recouvraient de vastes portions de la Terre pendant la période carbonifère, entre 360 et 300 millions d'années de notre ère. À cette époque, il n'y avait ni dinosaures ni grands mammifères, mais l'atmosphère était saturée d'oxygène et le climat était chaud et humide. Des fougères géantes, des mousses, des prêles et des arbres primitifs atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur poussaient en abondance dans des marécages stagnants, où l'eau empêchait la décomposition complète de la matière organique. Quand ces plantes mouraient, elles formaient d'épaisses couches de tourbe, un matériau organique partiellement décomposé. Avec le temps, cette tourbe était enfouie sous les sédiments, et la pression et la chaleur souterraine la transformaient en charbon. D'abord en lignite, puis en houille, et dans des conditions plus extrêmes, en anthracite, le type de charbon le plus pur et le plus énergétique. Chaque étape représente un degré plus élevé de carbonisation, c'est-à-dire une concentration croissante de carbone, et donc un pouvoir calorifique plus important. Le pétrole naît principalement dans des environnements marins, à partir d'une boue riche en plancton, en algues et en restes microscopiques d'organismes marins qui s'accumulèrent dans d'anciennes mers peu profondes et des bassins océaniques profonds. Cette matière, connue sous le nom de matière organique, était déposée en même temps que des particules d'argile et de sédiments fins. Dans des environnements anoxiques, c'est-à-dire pauvres en oxygène, la décomposition était interrompue et cette boue organique restait préservée. Avec le temps, l'enfouissement continu fit croître la pression et la température, amorçant la lente transformation de la matière organique en kéragène, une substance solide intermédiaire entre la matière vivante et les hydrocarbures. Le kéragène est l'embryon du pétrole. À mesure que la roche-mère était enterrée plus profondément et se réchauffait entre 60 et 120 degrés Celsius, les hydrocarbures liquides se détachaient du kéragène, migrant vers le haut à travers les roches poreuses jusqu'à rester piégés sous des formations imperméables, formant ainsi des réservoirs de pétrole. Le gaz naturel, peut apparaître de façon associée au pétrole, appelé gaz associé, ou seul, dans des processus semblables, mais soumis à des températures encore plus élevées, entre 120 et 200 degrés Celsius. Dans cette zone thermique, appelée fenêtre à gaz, les molécules organiques se fragmentent davantage, donnant naissance à des hydrocarbures plus légers et plus volatiles. Le méthane est le principal composant du gaz naturel, mais il peut contenir aussi de l'éthane, du propane, du butane et d'autres composés. Le gaz se retrouve souvent dans les mêmes bassins sédimentaires que le pétrole, mais à des niveaux plus profonds ou dans des pièges géologiques spécifiques. La formation d'un champ pétrolifère ou d'un gisement de gaz requiert 4 éléments géologiques fondamentaux. Une harte roche-mère, riche en matière organique, une astérisque roche réservoir, suffisamment poreuse pour stocker le fluide, une astérisque roche couverture imperméable pour empêcher la fuite des hydrocarbures, et un piège géologique, tel qu'un pli, une faille ou un dôme salin, capable d'enfermer le pétrole ou le gaz dans un volume délimité. Sans ces 4 éléments, le pétrole peut bien s'être formé, mais il se sera échappé vers la surface, se dissipant ou s'oxydant avec le temps.
CES combustibles fossiles restent alors emprisonnés pendant des dizaines ou des centaines de millions d'années, jusqu'à CE que l'action humaine les découvre. Mais CE processus n'est pas simple. Il exige une technologie de pointe, une connaissance profonde de la géologie locale, des équipements de forage avancés et d'énormes investissements financiers. Chaque puits foré est un pari, une tentative d'accéder aux temps anciens enfouis sous nos pieds. Certains forages n'aboutissent à rien, d'autres révèlent des réserves immenses qui modifient le destin de nations entières. C'est un jeu de patience et de précision, fondé sur des études sismiques, des modélisations informatiques et des données géochimiques obtenues après des décennies de recherche. Derrière le confort de l'énergie qui chauffe nos maisons, fait rouler nos voitures ou alimente nos industries, se cache un processus naturel, presque invisible, qui eut lieu alors que les dinosaures marchaient encore sur Terre, ou même avant. Chaque goutte de pétrole, chaque mètre cube de gaz ou chaque morceau de charbon représente l'aboutissement d'une longue chaîne d'événements naturels qui transformèrent la vie en combustible. Utiliser CES ressources, c'est donc brûler l'histoire. C'est libérer en quelques secondes l'énergie accumulée durant des millions d'années. Et CE déséquilibre entre le temps naturel et la consommation humaine est au cœur de la crise énergétique et environnementale que nous affrontons aujourd'hui. Bien avant que l'être humain ne connaisse les combustibles fossiles, sa relation à l'énergie était directe, visible et organique. L'existence même dépendait de la capacité à manipuler et à conserver des sources primaires d'énergie, comme la chaleur du soleil, la force du vent, le cours des eaux et, surtout, la biomasse disponible aux alentours, bois, plantes sèches, excréments d'animaux et forces musculaires. La domestication du feu, il y a environ 1 500 000 ans, marque le début de cette trajectoire énergétique. Le feu permit à Homo erectus de cuire les aliments, de se réchauffer dans des climats hostiles et d'éloigner les prédateurs, ouvrant un nouveau chapitre pour la survie humaine. Bien que rudimentaire, cette découverte fut le premier saut énergétique de l'espèce, établissant un lien permanent entre civilisation et énergie. Au fil du temps, à mesure que l'être humain évoluait, SES moyen d'exploiter et de transformer l'énergie alentour se raffinait. Au néolithique, il y a environ 10 000 ans, avec l'essor de l'agriculture et la domestication des animaux, l'énergie musculaire prit un rôle central. Les bœufs labourèrent la terre, les chevaux transportèrent des charges et le travail humain se répartissait avec davantage d'efficacité. Les civilisations anciennes, comme l'Égypte, la Mésopotamie, la Chine et la vallée de l'Indus, creusèrent des canaux d'irrigation, stockèrent l'eau de pluie et utilisèrent la gravité à leur avantage. L'énergie hydraulique, même à petite échelle, commença à actionner des roues et à moudre des grains, une forme primitive mais efficace de conversion de l'énergie potentielle en énergie mécanique. La Grèce et Rome étendirent CES savoir. Les Romains, par exemple, utilisaient des roues hydrauliques pour actionner des moulins, des marteaux et des scieries. Dans la Chine ancienne, des témoignages rapportent l'usage de l'énergie éolienne pour pomper l'eau au moyen de moulins à vent, des siècles avant sa popularisation en Europe. Le bois constituait la principale source de chaleur et de combustible dans tout le monde ancien, et des forêts entières furent défrichées pour alimenter des fours de céramique, des chaudières de bains publics et des forges de métaux. L'énergie demeurait locale, limitée à la force des bras, aux animaux et aux éléments naturels, mais même ainsi elle transformait déjà de manière radicale l'environnement. Pendant le Moyen-Âge, l'usage des moulins à eau et des moulins à vent se diffusa dans toute l'Europe, fournissant une énergie mécanique pour les tâches quotidiennes. Les moulins broyèrent les grains, les pressoirs extrayaient les huiles, les scieries coupèrent le bois et des soufflets alimentèrent les forges. Dans les régions planes, où les rivières étaient rares, le vent devenait protagoniste. Et même si CES source restait simple, elle demeurait relativement durable, car elle dépendait de cycles naturels et renouvelables. Cette réalité ne commença à se transformer de manière spectaculaire qu'avec l'arrivée du siècle XVIII et de la révolution industrielle. Le point de bascule survint lorsque l'on découvrit que le charbon, jusque-là employé épisodiquement comme combustible, pouvait fournir chaleur et énergie de manière bien plus intense et continue que le bois. Lorsque les premiers ingénieurs, comme Thomas Newcomen, puis James Watt, mirent au point les premières machines à vapeur efficaces, l'humanité comprit qu'elle pouvait convertir la chaleur du charbon en mouvement, et CE faisant, automatiser le travail. Locomotives, navires, usines et mines,
commencèrent à fonctionner avec une énergie extraite des profondeurs de la Terre, inaugurant une nouvelle ère énergétique, l'ère des combustibles fossiles. À partir de là, l'énergie cessa d'être un phénomène essentiellement naturel pour devenir une marchandise. Avec le charbon alimentant les machines de la révolution industrielle, naquirent les villes modernes, les systèmes de production de masse et de nouveaux standards de vie. Mais surgirent aussi des nuages de fumée, des rivières contaminées et un cycle vicieux d'extraction, de consommation et de rejet. L'énergie, autrefois collectée lentement dans la nature, était désormais arrachée par tonnes chaque jour et brûlée en quelques secondes, avec peu ou pas de contrôle environnemental. L'échelle de l'activité humaine changea, et avec elle s'accrut la pression exercée sur la planète. Ce saut énergétique constitua un progrès indéniable pour la civilisation, mais il inaugura une trajectoire de déséquilibre. L'abondance d'énergie fournie d'abord par le charbon, puis par le pétrole et le gaz, fit naître un sentiment d'indépendance énergétique. Pourtant, cette énergie demeurait tributaire de processus naturels immensément longs, impossibles à reproduire en laboratoire ou à produire à des échelles compatibles avec le temps géologique. Cela signifie que même si nous avons développé des turbines, des moteurs et des raffineries, nous restons prisonniers de la logique de la nature. Nous consommons en quelques jours CE qui mit des ères à se former. Et cette arithmétique énergétique, profondément inégale, se trouve à la racine du dérèglement environnemental qui s'annonce. La découverte du pétrole comme ressource énergétique ne marqua pas seulement un nouveau chapitre de l'histoire humaine, elle initia une transformation irréversible du fonctionnement du monde. Avant lui, le charbon régnait sans partage, sombre, dense, efficace, mais lourd et difficile à transporter. Le pétrole, au contraire, se présentait comme un liquide visqueux, inflammable et abondant, capable de fournir une immense quantité d'énergie dans un faible volume, avec une polyvalence supérieure. Son ascension ne fut pas immédiate, mais lorsqu'il attira enfin l'attention, il devint le moteur de la modernité, influençant les guerres, modelant les économies et reconfigurant la carte du pouvoir mondial. Le pétrole était connu depuis l'Antiquité. Des peuples comme les Sumériens, les Assyriens et les Égyptiens utilisèrent le bitume, une forme naturelle de pétrole semi-solide, pour imperméabiliser des embarcations, sceller des constructions et embaumer des corps. Cependant, CE n'est qu'au siècle XIX qu'il commença à être exploité de manière systématique. Le grand tournant se produisit en l'année 1859 lorsque Edwin Drake fora le premier puits de pétrole commercial en Pennsylvanie, dans les États-Unis d'Amérique. À partir de ce moment, l'industrie pétrolière prit forme. À l'origine, son principal usage était le kérosène, qui remplaça l'huile de baleine dans l'éclairage public. Mais CE qui vint ensuite transforma CE liquide sombre en véritable sang du siècle XX, avec l'invention du moteur à combustion interne et plus tard l'essor de l'automobile par Carl Benz et Henry Ford, le pétrole servit à produire l'essence et le gazole, révolutionnant le transport. Bientôt, le combustible fossile mit en mouvement des voitures, des camions, des navires, des avions et même des machines de guerre. La Première Guerre mondiale fut déjà une guerre mue par le pétrole, mais CE fut la Seconde Guerre mondiale qui révéla son importance stratégique à l'échelle planétaire. Des armées entières furent paralysées par la pénurie de carburant et des batailles furent livrées pour des routes d'approvisionnement et des champs pétrolifères. L'énergie devenait littéralement un facteur de vie ou de mort entre les nations. La demande croissante déclencha la quête frénétique de nouvelles réserves. Des pays comme l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela émergèrent en tant que grands producteurs, tandis que de puissantes compagnies occidentales, connues sous le nom de Sept Sœurs, prirent le contrôle des opérations mondiales. La découverte d'immenses champs au Moyen-Orient transforma des régions désertiques en puissances géoéconomiques. Des villes comme Riyad, Dubaï et Doha s'élevèrent presque à partir de rien, alimentées par les revenus du pétrole. Pendant ces temps, le pétrole devenait le pilier invisible de la civilisation moderne. Il ne propulsait pas seulement des moteurs, il constituait aussi la base de la production de plastique, d'engrais, de médicaments, de cosmétiques et d'innombrables produits du quotidien. À partir des années 1970, le monde comprit que la dépendance au pétrole comportait des risques immenses. La crise du pétrole de l'année 1973, déclenchée par un embargo des pays arabes, révéla la vulnérabilité des économies occidentales.
Des files d'attente aux stations-service, une inflation galopante et des récessions montrèrent que le pétrole n'était pas une simple marchandise, mais un nerf à vif de la civilisation. Cette prise de conscience conduisit à la création de l'Agence internationale de l'énergie et à des initiatives d'économie d'énergie. Pourtant, la consommation mondiale continua de croître. Le pétrole devint si essentiel que toute tentative de substitution fut perçue avec méfiance ou comme une menace économique. La géopolitique du pétrole a modelé le siècle XX avec une intensité rare. Des guerres comme celle du Golfe, des invasions militaires, des coups d'État et des alliances internationales furent motivées, directement ou indirectement, par la compétition pour cette ressource. Le contrôle des oléoducs, des raffineries et des routes d'exportation pesa davantage que bien des traités diplomatiques. L'organisation des pays exportateurs de pétrole en vint à dicter des prix et des volumes de production, influençant les marchés et les politiques monétaires du monde entier. Le pétrole cessa d'être seulement une source d'énergie pour devenir l'axe autour duquel tournaient les politiques publiques, les relations internationales et même l'avenir climatique de la planète. Au fil des décennies, l'industrie pétrolière s'est sophistiquée. Des technologies comme le forage horizontal, l'imagerie sismique tridimensionnelle, les plateformes en mer profonde et la fracturation hydraulique, également appelée fracking, ont permis l'exploitation de champs autrefois inaccessibles. Des pays comme le Brésil, le Canada et la Norvège se sont distingués comme grands producteurs en eau profonde. Les États-Unis d'Amérique, grâce aux schistes bitumineux, ont retrouvé l'autosuffisance. Mais toute cette expansion eut un coût environnemental sévère. Des marées noires, comme celle de l'Exxon Valdez en l'année 1989, ou la catastrophe de la plateforme Deepwater Horizon en l'année 2010, ont révélé les risques écologiques d'une dépendance énergétique fondée sur une extraction incessante. La découverte du pétrole n'a pas seulement mis le monde en mouvement, elle l'a façonné. Nos habitudes de consommation, la croissance des villes, la mondialisation, l'alimentation industrialisée et même des conflits armés contemporains se rattachent à la logique du pétrole. On le retrouve dans les PNES, les vêtements, les emballages et les ordinateurs. Le monde moderne, tel que nous le connaissons, est littéralement construit sur lui. Et c'est précisément cette dépendance qui constitue son plus grand paradoxe. Plus nous nous développons grâce au pétrole, plus nous nous éloignons d'une relation équilibrée avec la planète. Parmi les trois principaux combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz naturel, c'est le gaz qui porte la réputation d'être le plus propre des trois. Cette image, bien que partiellement exacte, dissimule des couches complexes concernant son origine, son impact environnemental et son rôle dans la transition énergétique mondiale. Le gaz naturel est, au fond, un mélange d'hydrocarbures légers, dont le composant principal est le méthane. Il se forme à partir de la décomposition thermique de la matière organique enfouie, le plus souvent dans les mêmes bassins sédimentaires que ceux où l'on trouve le pétrole, mais dans des conditions de température plus élevées. Sa structure moléculaire permet une combustion plus efficace et moins émettrice de dioxyde de carbone que le charbon et que le pétrole, CE qui a conduit de nombreux pays à y voir un pont énergétique entre les combustibles fossiles et un avenir dominé par des sources renouvelables. La genèse du gaz naturel se déroule de façon semblable à celle du pétrole, mais sa fenêtre thermique de génération se situe entre 120 et 200 degrés Celsius, CE qui le place dans des couches plus profondes de la croûte terrestre. On peut le trouver sous forme associée au pétrole, dissous dans le liquide ou formant un chapeau gazeux au sommet des réservoirs, ou sous forme non associée, dans des gisements exclusivement gazeux. Il peut aussi se présenter dans des formations dites non conventionnelles, comme le gaz de schiste, piégé dans des roches à faible perméabilité qui exigent des techniques d'extraction telles que la fracturation hydraulique. Il existe encore le méthane de couche de charbon, présent dans des mines profondes et intimement lié à la matière organique carbonisée. Du point de vue environnemental, le gaz naturel émet environ 50% de dioxyde de carbone, de moins que le charbon, et environ 30% de moins que le pétrole pour une même quantité d'énergie produite. Cela lui a ouvert un espace dans des pays qui cherchaient à réduire leurs émissions sans abandonner totalement les combustibles fossiles. Des centrales thermiques au gaz ont été considérées comme des remplaçantes moins sales des anciennes centrales au charbon. De plus, le gaz autorise des ajustements rapides de l'offre d'électricité. C'est eux qui le rend utile pour compléter des sources intermittentes comme l'énergie solaire
et l'énergie éolienne. Sa combustion génère moins de particules, moins d'oxyde de soufre et moins de mercure. CE qui représente également un gain en termes de qualité de l'air et de santé publique. Cependant, le méthane, principal constituant du gaz naturel, est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, avec un potentiel de réchauffement planétaire environ 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone sur un horizon de 20 années. De petites fuites tout au long de la chaîne de production, de transport et de distribution peuvent annuler les bénéfices environnementaux de sa combustion plus propre. Ces fuites, appelées émissions fugitives, sont difficiles à repérer et à maîtriser, en particulier dans des régions dotées d'infrastructures précaires ou d'une régulation faible. Des satellites et des capteurs de nouvelle génération ont révélé que les émissions réelles de méthane de l'industrie du gaz sont bien supérieures à CE que l'on estimait auparavant, CE qui jette un doute sérieux sur sa supposée propreté. En outre, l'infrastructure nécessaire pour exploiter, traiter et transporter le gaz naturel est fortement consommatrice de capital et d'énergie. Des gazoducs intercontinentaux, des terminaux de liquéfaction de gaz naturel, des navires méthaniers et des réseaux de distribution urbaine exigent des investissements massifs et une grande complexité technique. Des pays producteurs comme la Russie, le Qatar, l'Algérie et les États-Unis d'Amérique exportent du gaz au moyen de réseaux mondiaux qui s'inscrivent souvent dans des rivalités géopolitiques. Le gaz naturel est donc soumis à des risques stratégiques semblables à ceux du pétrole, avec des sanctions, des coupures d'approvisionnement et des chocs de prix qui affectent directement des populations et des économies entières. Ces dernières années, le gaz naturel a été promu comme une solution provisoire à la crise énergétique et climatique. Sa flexibilité opérationnelle le rend idéal pour fonctionner de concert avec des sources renouvelables, en compensant les variations d'offres et de demandes. Pourtant, cette position de pont a été critiquée par des écologistes et par des scientifiques du climat, qui avertissent que cette étape intermédiaire peut devenir permanente, en verrouillant des investissements dans des énergies véritablement propres et en prolongeant la dépendance aux combustibles fossiles. Les grands projets gaziers ont une durée de vie de plusieurs décennies et, une fois construits, ils sont rarement abandonnés avant d'être amortis financièrement. Même avec ces défis, le gaz naturel continue de croître. Il sert à la production d'électricité, au chauffage résidentiel, de matières premières pour l'industrie chimique et à la fabrication d'hydrogène. Il est aussi comprimé et utilisé comme carburant pour des flottes urbaines. Des pays en développement y voient une option moins coûteuse et moins polluante que le charbon, tandis que des pays riches l'emploient pour renforcer leur sécurité énergétique. Mais la question essentielle demeure. Le gaz naturel doit-il être envisagé comme un tremplin vers une énergie propre ou comme un nouveau socle d'une économie fossile habilement dissimulée? La réponse dépend de la manière dont il sera utilisé et de la durée de cette utilisation. S'il s'agit d'une phase transitoire avec des objectifs clairs, une surveillance stricte et un contrôle effectif des émissions, il peut contribuer à réduire les rejets mondiaux à court terme. Mais s'il est traité comme une solution finale, le risque est de maintenir l'humanité prisonnière d'une logique d'extraction, intensive en carbone, et toujours plus éloignée d'une coexistence harmonieuse avec la planète. Le gaz peut être plus propre que SES frères fossiles, mais cela ne le rend pas propre par nature. Il faut le considérer avec un regard critique, conscient de SES avantages, mais aussi de SES limites. Pour comprendre pourquoi le charbon, le pétrole et le gaz naturel se concentrent dans certaines régions du globe, et non dans d'autres, il faut plonger dans le langage silencieux de la géologie. Ces ressources ne sont pas réparties au hasard. Leur existence dépend d'un ensemble de facteurs géologiques spécifiques et rares, chacun agissant comme une pièce essentielle d'un casse-tête souterrain qui mit des centaines de millions d'années à se constituer. Localiser, cartographier et exploiter un champ énergétique exige une connaissance profonde de l'histoire de la Terre, de SE couches, de SS failles, de SS cycles de dépôt et de SS mouvements tectoniques. La géologie, dans ces contextes, est à la fois un guide et une gardienne des secrets énergétiques de la planète. La formation d'un réservoir de pétrole ou de gaz naturel exige au minimum 4 éléments géologiques majeurs: une roche-mère, une roche-réservoir, une roche-couverture et un piège de nature structurelle ou stratigraphique. La roche-mère est riche en matière organique, le plus souvent une boue noire déposée dans des environnements marins pauvres en oxygène,
qui a subi enfouissement et maturation thermique jusqu'à produire des hydrocarbures. La roche réservoir, pour sa part, est poreuse et perméable, comme un grès ou un calcaire, capable d'emmagasiner les hydrocarbures générés. La roche couverture est une couche imperméable, comme un argilite ou un sel, qui empêche la migration du pétrole et du gaz vers la surface. Quant au piège, il s'agit de la structure géologique qui retient le fluide dans un espace défini, formant CE, que l'on connaît comme un champ pétrolifère ou gazeux. Il existe différents types de pièges géologiques. Les pièges structurels résultent de déformations tectoniques, comme des anticlinaux, voûtes naturelles créées par des plis convexes des couches ou des failles géologiques qui engendrent des dénivelés et des barrières. Les pièges stratigraphiques, eux, naissent de variations dans la sédimentation, comme des couches inclinées, des lentilles de grès ou des discordances. Dans les deux cas, c'est la combinaison entre présence d'hydrocarbures, porosité suffisante pour le stockage et étanchéité efficace qui détermine le potentiel d'un champ énergétique. Si l'un de ces éléments fait défaut ou se révèle imparfait, le pétrole aura pu s'échapper ou ne se sera même pas accumulé. La technologie moderne permet à des géologues et à des ingénieurs d'explorer ces structures avec précision. La sismique de réflexion tridimensionnelle est l'un des principaux outils géophysiques utilisés aujourd'hui. Des ondes sonores sont générées artificiellement et envoyées dans le sous-sol. Ces ondes se réfléchissent sur les couches rocheuses et reviennent à la surface, où elles sont enregistrées par des capteurs. À partir de ces données, il est possible de construire des modèles tridimensionnels détaillés du sous-sol, révélant des formations géologiques, des failles, des dômes et d'éventuels pièges. Dans des régions complexes, comme des bassins à sel épais, à l'image du pré-sal brésilien, des techniques avancées de traitement sismique et des méthodes d'intelligence artificielle sont mobilisées pour réduire les incertitudes et maximiser la réussite des forages. L'exploration requiert également des savoirs de géochimie, afin d'identifier des indicateurs de pétrole et de gaz dans des roches affleurantes ou dans des échantillons prélevés en profondeur. Des analyses de maturité thermique, de teneur en carbone organique total et de composition isotopique aident à déterminer si une roche peut agir comme roche-mère. La pétrophysique étudie les propriétés des roches réservoirs comme la porosité, la perméabilité et la saturation en fluide. Toutes ces informations sont intégrées à des modèles géologiques et économiques pour estimer le volume récupérable d'hydrocarbures et évaluer la viabilité des projets. Les grandes provinces pétrolières du monde résultent d'histoires géologiques uniques. Le Moyen-Orient, par exemple, abrite d'immenses champs grâce à la stabilité tectonique de la plateforme arabique et au dépôt continu de matière organique dans des mers peu profondes durant la période mésozoïque. La Sibérie occidentale possède une épaisse succession de roches sédimentaires avec plusieurs systèmes pétroliers superposés. La mer du Nord, le bassin de Santos au Brésil, la région de la Caspienne et le golfe du Mexique rassemblent eux aussi des conditions idéales pour la formation de grands champs. Dans ces zones, la combinaison entre roches-mer mûres, réservoirs de haute qualité et couvertures efficaces a créé de véritables coffres énergétiques. Le charbon, pour sa part, se forme dans des bassins continentaux, là où de vastes forêts préhistoriques furent ensevelies. Ces bassins se trouvent généralement associés à d'anciennes zones de subsidence, des régions où la croûte s'enfonce lentement en accumulant des sédiments organiques. Les principaux gisements charbonniers du monde se situent aux États-Unis d'Amérique dans la chaîne des Appalaches, en Chine dans la région de Shaanxi, en Russie dans le Kouzbas, en Australie dans le bassin de Bowen et en Inde dans la région de Jaria. Chacune de ces régions conserve des vestiges fossilisés de végétation qui recouvraient la planète il y a plus de 300 millions d'années. Au-delà de révéler où se trouvent les combustibles fossiles, la géologie aide aussi à comprendre les risques liés à l'extraction. Des régions tectoniquement actives, comme l'Iran ou l'Indonésie, présentent des défis supplémentaires, tels que des tremblements de terre et une instabilité des réservoirs. Les zones au large exigent des plateformes flottantes ou fixes, ancrées à des centaines de mètres de profondeur. Les réserves non conventionnelles, comme le gaz de schiste, demandent des forages horizontaux et la fracturation hydraulique, des techniques qui comportent des risques de contamination des nappes souterraines et d'émissions de méthane. La science géologique est donc indispensable à l'énergie moderne. Elle montre que les combustibles fossiles
sont le fruit de coïncidences géologiques rares, délicates et impossibles à reproduire artificiellement. CE sont des dons de la Terre, conservés dans de profonds coffres que l'on n'ouvre qu'en comprenant leur mécanisme avec humilité et précision. Dans le même temps, elles rappellent que toute extraction a un coût et que CE coût, lorsque l'on tente de l'ignorer, présente sa facture sous la forme de déséquilibres environnementaux, d'instabilité sociale et d'épuisement des ressources. Le parcours d'un combustible fossile depuis son berceau géologique jusqu'à sa combustion finale est long, complexe et marqué par une chaîne planétaire d'infrastructures monumentales, des profondeurs de la croûte terrestre jusqu'au réservoir d'une automobile ou jusqu'à la flamme d'une centrale thermique. Chaque molécule de pétrole, de gaz naturel ou de charbon suit un chemin minutieusement orchestré par des réseaux techniques, logistiques et financiers. L'infrastructure qui soutient CE système énergétique invisible est partout sous nos pieds, à travers les océans, sur des rails, sous la terre et même dans les airs. Il s'agit de l'un des plus grands systèmes d'ingénierie jamais construits par l'humanité, et aussi de l'un des plus délicatement interdépendants. Commençons par le pétrole. Dès qu'un champ pétrolifère est découvert et évalué comme économiquement viable, commence la construction du système d'extraction, qui peut inclure des centaines de puits interconnectés, des plateformes de production, des unités de séparation et un stockage initial. En milieu terrestre, CE processus mobilise des pompes d'extraction, des conduites internes et des stations de compression. En milieu marin, comme dans les zones du pré-sal brésilien ou dans les champs de la mer du Nord, des plateformes flottantes ou fixes sont érigées au large, reliées à des conduites sous-marines qui acheminent le pétrole jusqu'à des navires de transfert ou jusqu'au continent. Ces structures fonctionnent 24 heures sur 24, avec une précision millimétrique et un très haut degré d'automatisation. Une fois extrait, le pétrole brut doit être transporté jusqu'à des raffineries, où il sera converti en produits utiles comme l'essence, le gazole, le kérosène, les liants routiers, les huiles lubrifiantes, les plastiques et des centaines de dérivés. Ce transport peut s'effectuer par des oléoducs, immenses conduites souterraines ou sous-marines, qui traversent des continents, ou par de grands navires pétroliers, véritables villes flottantes capables de transporter jusqu'à 2 millions de barils en un seul voyage. Des oléoducs comme Keystone aux États-Unis d'Amérique, Droujba en Russie et la conduite transarabique au Moyen-Orient sont des artères énergétiques qui franchissent des géographies vastes, traversant souvent des frontières politiques et des zones de tension géopolitique. Les raffineries sont des complexes industriels hautement sophistiqués, dotés d'unités thermiques, de colonnes de distillation fractionnées, de craquage catalytique et de procédés d'hydrotraitement. À l'intérieur, le pétrole est chauffé et séparé en différentes fractions selon leur point d'ébullition. Chaque fraction est dirigée vers des unités spécifiques où elle est transformée en produits finis ou intermédiaires. L'efficacité d'une raffinerie se mesure à sa capacité à fragmenter des molécules lourdes en composés plus petits et plus précieux. Après CES étape, les carburants sont de nouveau transportés, désormais par camions-citernes, par wagons ferroviaires, par navires et par conduites plus petites, jusqu'aux stations-service, aux aéroports, aux industries et aux consommateurs finaux. Le gaz naturel, pour sa part, exige un autre réseau complexe. Une fois extrait, il doit passer par des unités de traitement pour retirer des impuretés comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, les composés soufrés et d'autres hydrocarbures liquides. CE n'est qu'ensuite qu'il peut être comprimé et injecté dans le réseau de gazoducs, ou liquéfié à des températures cryogéniques de moins 162 degrés Celsius pour être transporté sous forme de gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié est stocké dans des navires méthaniers spécialement conçus, qui l'acheminent jusqu'à des terminaux de regazéification dans d'autres pays, où il est reconverti en gaz, puis injecté dans les réseaux de distribution. Le Japon, la Corée du Sud et des pays de l'Union européenne dépendent fortement de cette voie liquide d'approvisionnement énergétique. L'infrastructure du charbon est plus visible, mais tout aussi robuste. Après extraction, le charbon est concassé, calibré et stocké dans des silos ou en tas à l'air libre. Il est ensuite transporté, le plus souvent par voie ferrée ou par navire vraquier, jusqu'aux centrales thermiques. Celles-ci brûlent le charbon pour chauffer des chaudières, produire de la vapeur et actionner des turbines génératrices d'électricité. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique
maintiennent encore d'immenses réseaux ferroviaires et portuaires dédiés à l'acheminement du charbon. Certaines régions conservent des terminaux d'exportation capables d'embarquer des dizaines de millions de tonnes par an. Tous CES systèmes, oléoducs, gazoducs, raffineries, ports, plateformes, navires et centrales exigent une maintenance constante, une surveillance environnementale, des protocoles de sécurité et un capital intensif. La moindre défaillance dans un maillon de la chaîne peut provoquer des conséquences dévastatrices. Des fuites, des explosions, des avaries mécaniques ou des catastrophes naturelles compromettent l'approvisionnement, infligent des dommages écologiques et déclenchent des crises politiques et économiques. L'explosion de la raffinerie de Texas City, la fuite sur la conduite coloniale ou la panne énergétique en Californie illustrent la manière dont une infrastructure mal gérée peut se transformer en tragédie. De plus, cette infrastructure mondiale perpétue une dépendance silencieuse. Même lorsque nous dormons, des milliers de navires traversent les océans chargés de pétrole. Des conduites souterraines propulsent du gaz à des centaines de kilomètres par heure et des centrales brûlent du charbon pour maintenir des lumières allumées et des machines en fonctionnement. La vie moderne est reliée à ces systèmes de manière presque invisible, mais profondément incrustée. Chaque pression sur un clavier, chaque aliment réfrigéré, chaque avion qui décolle dépend de ces vastes appareillages cachés. Le monde tel que nous le connaissons ne pourrait exister sans lui. Et c'est précisément cette dépendance structurelle qui rend si difficile la transition vers des sources plus propres et plus durables. L'infrastructure qui fait circuler les combustibles fossiles à travers la planète est à la fois un don technologique et une source silencieuse de déséquilibre écologique. Pendant plus d'un siècle, les bénéfices apportés par une énergie abondante et peu coûteuse semblaient incontestables. Des villes éclairées, un transport rapide, une industrie en expansion et une qualité de vie améliorée. Pourtant, au fil des décennies, une facture environnementale a émergé, dont les intérêts se sont accumulés en silence, une facture devenue aujourd'hui impossible à ignorer. Les combustibles fossiles, lors de leur extraction, de leur transport et de leur utilisation, libèrent une charge massive de polluants dans les sols, dans les eaux et dans l'atmosphère. Plus encore, ils perturbent l'équilibre climatique de la planète, rompent des cycles millénaires et menacent les systèmes qui soutiennent la vie telle que nous la connaissons. La pollution de l'air est l'un des visages les plus visibles et les plus mortels de l'usage effréné du charbon, du pétrole et du gaz. La combustion de CES combustibles dans des centrales thermiques, dans des véhicules motorisés et dans des sites industriels libère de grands volumes de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de particules fines et de composés organiques volatiles. Ces polluants ne rendent pas seulement l'air irrespirable dans de nombreuses villes, ils pénètrent profondément dans les poumons et aggravent des maladies respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques. Selon des estimations de l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air tue environ 7 millions de personnes par an, directement ou indirectement, un nombre alarmant, souvent sous-estimé par la population mondiale. Les sols et les eaux subissent, eux aussi, les effets collatéraux de l'extraction et du transport. L'extraction du charbon, en particulier à ciel ouvert, transforme des paysages entiers, détruit des écosystèmes et contamine des nappes souterraines avec des métaux lourds et des résidus toxiques. Dans le chaos du pétrole, les marées noires et les fuites constituent une menace constante. La catastrophe du navire Exxon Valdez en l'année 1989, qui déversa près de 40 millions de litres de pétrole brut dans les eaux de l'Alaska, détruisit des écosystèmes marins pendant des décennies. La fuite sur la plateforme Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique en l'année 2010, fut encore plus grave. 780 millions de litres de pétrole furent libérés en mer durant des mois, tuant des poissons, des oiseaux, des coraux, et modifiant durablement les cycles de vie de la région. Ces événements ne sont pas des exceptions. Ils sont le symptôme d'un système dont le risque est inhérent au fonctionnement. Même en conditions normales, l'usage des combustibles fossiles rejette chaque année des milliards de tonnes de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre s'accumulent comme une sorte de couverture invisible autour de la planète, retenant une partie du rayonnement solaire qui devrait repartir vers l'espace. Le résultat est un réchauffement global, un processus lent mais cumulatif, qui a déjà élevé la température moyenne de la Terre de plus d'1 degré Celsius depuis la révolution industrielle.
Cela peut sembler faible, mais cette hausse modifie les régimes de pluie, intensifie les vagues de chaleur, accélère la fonte des calottes, élève le niveau des mers et favorise des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. La fonte des glaces arctiques et antarctiques n'est pas un simple symbole. Elle modifie l'albédo de la Terre, sa capacité à réfléchir la lumière solaire, aggrave le réchauffement et menace des populations humaines et animales. Des ours polaires, des phoques et des oiseaux marins perdent leurs habitats, tandis que des nations côtières affrontent l'intrusion marine, la salinisation d'aquifères et l'érosion de terres fertiles. Dans les régions tropicales, les cyclones deviennent plus intenses, les sécheresses plus longues, les inondations plus destructrices. Des écosystèmes comme l'Amazonie, les récifs de la Grande Barrière ou les champs de glace de l'Himalaya subissent une pression croissante, menacés d'effondrement par des changements qui ont commencé dans la combustion silencieuse du charbon et du pétrole à des milliers de kilomètres. Un autre impact moins visible, mais tout aussi dévastateur, est l'acidification des océans. Le dioxyde de carbone qui ne reste pas dans l'atmosphère est absorbé par les mers, modifiant l'acidité de l'eau et entravant la formation de coquilles, de squelettes coralliens et de structures calcaires essentielles à la chaîne alimentaire marine. Des récifs entiers blanchissent et meurent à un rythme alarmant. La vie océanique, qui participe à la production d'une grande part de l'oxygène que nous respirons, est lentement fragilisée par l'expansion industrielle mue par les combustibles fossiles. Comme si cela ne suffisait pas, les plastiques, également issus du pétrole, envahissent les rivières, les plages et les grands fonds, intoxiquent les animaux, entrent dans la chaîne alimentaire et finissent par réapparaître jusque dans nos assiettes. Il est essentiel de comprendre que ces impacts ne sont pas uniquement environnementaux. Ces sont des enjeux humains, économiques et sociaux. Des populations vulnérables, souvent pauvres et marginalisées, sont les plus touchées par des catastrophes climatiques, par des crises sanitaires et par des effondrements écologiques. La pollution tue silencieusement dans des quartiers périphériques, tandis que les changements climatiques expulsent des communautés entières de leurs terres, créant des réfugiés environnementaux qui s'ajoutent aux déplacés par des guerres et par la faim. La crise climatique, alimentée par les combustibles fossiles, est aussi une crise de justice, d'équité et de survie. La science est claire. Si nous ne réduisons pas de manière drastique l'usage des combustibles fossiles dans les prochaines décennies, les impacts deviendront irréversibles et chaque année perdue rétrécit la fenêtre d'action. La planète n'exige pas la perfection, mais des actes. La transition énergétique, l'efficacité dans la consommation, l'essor des sources renouvelables, la restauration des forêts, l'éducation et la coopération internationale sont des outils déjà disponibles. Il nous reste à savoir si nous aurons le courage de les utiliser avant que le coût de l'inertie ne devienne impossible à assumer. Le réchauffement global n'est ni une prévision lointaine, ni une hypothèse académique. C'est une réalité mesurable, documentée et en cours. Il résulte directement du déséquilibre créé par la libération continue de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, principalement le dioxyde de carbone et le méthane, issus pour l'essentiel de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Bien que invisibles, ces gaz forment une barrière thermique qui retient une partie du rayonnement solaire réfléchi par la surface terrestre. Sur une planète dépourvue d'atmosphère, ces rayonnements s'échapperaient vers l'espace. Sur Terre, l'excès de gaz à effet de serre entrave cette dissipation et engendre un effet cumulatif de réchauffement. Depuis le début de la révolution industrielle, les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone sont passées d'environ 280 parties par million à plus de 420, une valeur jamais enregistrée auparavant dans des centaines de milliers d'années d'archives climatiques naturelles. Ce réchauffement n'est ni uniforme ni cantonné à la température moyenne mondiale. Il bouleverse en profondeur les systèmes climatiques de la planète. Il modifie les courants océaniques, déplace les régimes de précipitation, affaiblit les masses d'air froid et intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes. Des tempêtes qui se produisaient autrefois tous les 100 ans surviennent désormais tous les 10 ans. Des sécheresses prolongées frappent des régions traditionnellement fertiles. Des crues subites détruisent des villes en quelques heures. La fonte des calottes polaires et des glaciers continentaux n'élève pas seulement le niveau des océans, elle altère aussi l'équilibre de l'albédo terrestre qui régule l'absorption du rayonnement solaire. Moins il y a de glace, plus la surface de la planète s'assombrit et absorbe de chaleur,
enclenchant un cercle vicieux de rétroaction. Le méthane, bien que moins abondant que le dioxyde de carbone, est encore plus dangereux à court terme. Avec un potentiel de réchauffement planétaire environ 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone sur un horizon de 20 années, il provient de fuites le long des conduites de gaz, des opérations d'extraction pétrolière, de l'élevage intensif et de la décomposition de matières organiques dans des décharges. Combinés aux aérosols et aux particules en suspension, CES polluants modifient la composition atmosphérique globale. Des satellites d'observation de la Terre, tels que Sentinel-5P et l'Observatoire orbital du carbone 2, enregistrent CES données en temps réel et révèlent des nappes invisibles de gaz planant au-dessus de zones industrielles, de champs d'extraction et de mégapoles. L'un des effets les plus alarmants du réchauffement global est l'accélération du cycle de l'eau. Plus il fait chaud, plus l'évaporation augmente à partir des océans, des lacs et des sols. Cela intensifie des pluies diluviennes dans certaines régions et aggrave la désertification dans d'autres. Le résultat, CE sont des climats plus extrêmes, moins prévisibles et plus hostiles à l'agriculture, à la biodiversité et à la vie humaine. Des cultures traditionnelles perdent en productivité, des écosystèmes entiers s'effondrent et des maladies tropicales s'étendent vers des zones auparavant froides. Le réchauffement global n'est donc pas seulement un défi climatique, c'est une menace systémique pour la sécurité alimentaire, pour la santé publique et pour la stabilité sociale. Les océans, qui absorbent plus de 90% de la chaleur accumulée par l'effet de serre, subissent eux aussi des conséquences sévères. L'élévation de la température de l'eau perturbe la reproduction et la migration des poissons, détruit des récifs coralliens et réduit l'oxygène dissous, favorisant la formation de zones mortes. L'acidification, provoquée par l'absorption de l'excès de dioxyde de carbone, compromet des organismes marins calcifiants, comme les huîtres, les coraux et certains planctons, essentiels à la chaîne alimentaire aquatique. Quant à l'élévation du niveau de la mer, due à la fonte des glaciers et à la dilatation thermique de l'eau, elle menace d'engloutir des villes côtières, des archipels et des deltas fluviaux, exposant des millions de personnes à des déplacements forcés. Les changements climatiques, alimentés par les combustibles fossiles, engendrent aussi des impacts sociaux dévastateurs. Des communautés autochtones et rurales, étroitement dépendantes de l'équilibre naturel, figurent parmi les premières touchées. Des populations urbaines pauvres, exposées aux inondations, aux chaleurs extrêmes et à la rareté des ressources, font face à des vulnérabilités croissantes. Les réfugiés climatiques, contraints d'abandonner leurs terres à cause d'événements extrêmes ou d'une dégradation environnementale chronique, sont déjà une réalité dans de nombreuses régions du monde. La crise du climat exacerbe des inégalités existantes, élargissant le fossé entre pays riches et pays pauvres, entre ceux qui émettent le plus et ceux qui subissent le plus. Plusieurs accords internationaux tentent de répondre à cette situation. Le protocole de Kyoto, signé en l'année 1997, fut une tentative initiale de limiter les émissions globales, mais son portée est restée limitée. L'accord de Paris, conclu en l'année 2015 et ratifié par presque tous les pays du monde, a fixé des objectifs ambitieux. Limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius au maximum, avec des efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré. Pour y parvenir, il faut réduire de moitié les émissions mondiales d'ici l'année 2030 et les ramener à zéro d'ici l'année 2050. Ces objectifs supposent toutefois une transition énergétique sans précédent. Il n'aura pas lieu sans volonté politique, sans investissement massif, sans innovation technologique et sans transformation culturelle profonde. La science est unanime. Plus de 99% des études évaluées par des pairs s'accordent à dire que le réchauffement global est réel, qu'il est en cours et qu'il est majoritairement causé par l'activité humaine, en particulier par l'usage intensif des combustibles fossiles. Ignorer ce consensus ne change rien aux faits. La Terre réagit à chaque tonne de carbone émise, à chaque forêt détruite, à chaque puits foré, par des signes sans équivoque de déséquilibre. Nous nous trouvons à une croisée des chemins de l'histoire. Soit nous réduisons drastiquement notre dépendance au charbon, au pétrole et au gaz, soit nous affronterons un siècle de catastrophes climatiques, de conflits pour les ressources, d'extinctions massives et d'une perte irréversible de qualité de vie. Le rôle des combustibles fossiles dans le réchauffement global n'a rien d'accidentel. Il est central. Reconnaître cette réalité est le premier pas pour agir.
Le choix est collectif, mais les conséquences seront inévitablement universelles. Malgré les alertes climatiques, les innovations technologiques et l'urgence croissante de décarboner l'économie, l'humanité demeure fortement dépendante du pétrole et du gaz naturel. Cette dépendance ne se limite pas à l'énergie, elle est structurelle, économique, politique et culturelle. Il ne s'agit pas seulement d'une commodité passagère, mais d'un système complexe qui s'est consolidé pendant plus d'un siècle et qui engage tous les secteurs de la société. Le pétrole, par exemple, ne met pas seulement des véhicules en mouvement. Il sous-tend des chaînes logistiques entières, alimente des industries pétrochimiques, sert de base à des engrais, à des plastiques, à des médicaments et à des produits d'entretien. Le gaz naturel, quant à lui, chauffe des logements, permet la cuisson des aliments, génère de l'électricité et constitue une matière première essentielle pour les industries de l'hydrogène et de l'ammoniac. La vie moderne, dans SES aspects les plus basiques et les plus invisibles, repose sur une fondation fossile. L'une des raisons majeures de cette persistance est l'infrastructure existante. Le monde a été bâti sur les combustibles fossiles. Le raffinage du pétrole, les réseaux de gazoducs, les centrales thermiques, les stations-service, les flottes de camions, d'avions et de navires, tout a été conçu pour fonctionner par la combustion du carbone. Remplacer cette structure requiert un effort monumental et surtout du temps. Tant que la transition ne sera pas achevée, la demande de pétrole et de gaz restera élevée. Même dans des pays qui investissent massivement dans les énergies renouvelables, comme l'Allemagne, le Japon ou les États-Unis d'Amérique, la consommation de gaz naturel a augmenté au cours des dernières décennies comme alternative moins polluante au charbon. Dans le transport aérien et maritime, il n'existe pas encore de solutions commerciales à grande échelle qui rivalisent avec les combustibles fossiles en termes de densité énergétique et de faisabilité technique. L'économie mondiale est également profondément arrimée au pétrole et au gaz. Les fluctuations du prix du baril influencent l'inflation, l'emploi, la production agricole et même la politique monétaire de pays entiers. De grandes puissances énergétiques, comme les États-Unis d'Amérique, la Russie, l'Arabie saoudite et la Chine, orientent leur stratégie géopolitique selon leurs intérêts énergétiques. Pour de nombreux pays en développement, les combustibles fossiles représentent la seule source viable d'énergie bon marché et constante. Les énergies renouvelables demeurent coûteuses, intermittentes et techniquement ardues pour des régions à faible capacité d'investissement ou aux réseaux électriques fragiles. Ainsi, le pétrole et le gaz continuent d'incarner l'épine dorsale du développement, quand bien même CE choix compromet l'avenir climatique de la Terre. Un autre facteur décisif réside dans les modes de consommation et de comportement de la société moderne. De l'automobile individuelle aux vêtements à bas prix, tout gravite autour d'une logique accélérée de production, de consommation et de rejet. Le pétrole fournit les plastiques des emballages, les textiles synthétiques, les lubrifiants des machines et l'énergie des transports. La vie urbaine a été modelée par l'idée de mobilité rapide, de production de masse et de disponibilité permanente. Même les aliments industrialisés dépendent de chaînes logistiques fondées sur des dérivés du pétrole, tant pour le transport que pour la conservation, les engrais et les produits phytosanitaires. Cette intégration profonde engendre un cycle de dépendance où le pétrole devient non seulement un intrant, mais un médiateur invisible de toute l'expérience moderne. La géopolitique alimente elle aussi cette dépendance. L'accès au pétrole et au gaz est couramment traité comme une question de sécurité nationale. Des conflits armés, des sanctions économiques, des alliances stratégiques et des accords bilatéraux s'articulent autour des routes d'approvisionnement et des réserves énergétiques. Le gaz russe à destination de l'Europe, les champs du Moyen-Orient, les réserves de la mer de Chine méridionale et le pré-sal brésilien constituent autant de points sensibles sur un échiquier international. Dans cette quête de sécurité énergétique, les investissements dans les fossiles se poursuivent, malgré la rhétorique de la transition verte. La communication et l'influence de l'industrie pétrolière et gazière jouent également un rôle majeur. De grandes entreprises investissent des sommes considérables pour infléchir des politiques publiques, financer des études favorables et maintenir l'image de leurs produits comme nécessaire et inévitable. Pendant des décennies, des campagnes soignées ont minimisé les effets climatiques des combustibles fossiles, semé le doute sur le consensus scientifique et proposé des parades comme la voiture plus efficiente
ou le gaz naturel dit propre, détournant l'attention de l'urgence réelle. L'élimination progressive de la combustion du carbone. Cette narration continue de peser sur une part significative de l'opinion publique et des décisions d'achat. En dépit de ces obstacles, des changements sont en cours. La baisse des coûts de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, la popularisation des véhicules électriques, les progrès du stockage de l'énergie et l'essor de l'hydrogène vert montrent que la dépendance aux fossiles peut être surmontée. Pour que cela se fasse de manière juste et efficace, il faut un plan coordonné entre gouvernements, secteur privé, société civile et communauté scientifique. La transition ne sera ni automatique ni rapide. Elle exigera des transformations profondes de notre manière de vivre, de produire et de consommer. La dépendance actuelle au pétrole et au gaz n'est pas seulement un héritage du passé, c'est un choix quotidien que nous faisons en tant que société. Tant que nous ne briserons pas ces cycles, nous continuerons d'alimenter une machine qui réchauffe la planète, épuise les ressources et menace les générations futures. La technologie existe. Le savoir existe. Ce qui manque bien souvent, c'est la décision collective de changer. Au cœur de la crise énergétique et climatique mondiale surgit un espoir silencieux mais puissant, les énergies renouvelables. À la différence des combustibles fossiles, qui exigent des millions d'années pour se former et laissent derrière eux une traînée de destructions environnementales, les sources renouvelables reposent sur des flux naturels continus et inépuisables. Le soleil qui se lève chaque jour, le vent qui souffle sans cesse, l'eau qui court dans les rivières, la chaleur qui émane des profondeurs de la terre et les cycles de vie de la biomasse. Ces formes d'énergie ne se contentent pas d'offrir une alternative technique au pétrole, au gaz et au charbon. Elles proposent aussi une nouvelle relation entre l'humanité et la nature, une relation fondée sur l'équilibre, sur une abondance durable et sur le respect des limites de la planète. L'énergie solaire est sans doute la plus prometteuse. En une seule heure, le Soleil délivre à la Terre davantage d'énergie que l'humanité consomme en une année entière. Les technologies photovoltaïques, qui transforment directement la lumière solaire en électricité, ont connu un essor exponentiel au cours des dernières décennies. Les coûts d'installation ont chuté de plus de 80% depuis l'année 2010, rendant l'énergie solaire concurrentielle, voire moins coûteuse que les fossiles, dans de nombreuses régions du monde. Les centrales solaires vont de petites installations résidentielles à des parcs gigantesques, comme le Noor Complex au Maroc ou le parc de Tenggeur en Chine, avec des milliers de panneaux s'étendant sur des kilomètres. L'énergie solaire est silencieuse, évolutive, d'un entretien réduit et surtout propre. L'énergie éolienne, mue par les vents, gagne aussi du terrain. Des turbines de dernière génération dépassent déjà 150 mètres de hauteur, avec des pales capables de capter la moindre brise constante. Les zones côtières, les plateaux et les espaces ouverts sont idéaux pour l'implantation de CES géants silencieux. Dans les lieux où le vent reste régulier, la production est continue et l'entretien demeure relativement simple. Aujourd'hui, des pays comme le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil tirent une fraction significative de leur électricité du vent. De plus, les projets en mer se multiplient, avec des turbines installées au large qui profitent des vents océaniques tout en réduisant l'impact visuel sur les terres. L'hydroélectricité, elle, est une ancienne connaissance. En retenant des cours d'eau et en forçant leur passage dans des turbines, on convertit une énergie cinétique en électricité de manière efficace et pilotable. Dans des pays pourvus de fleuves puissants comme le Brésil, le Canada, la Norvège et la Chine, l'hydroélectricité représente une part considérable de la production. Bien que renouvelable, elle n'est pas exempte d'impact. De grands barrages modifient des écosystèmes, submergent des forêts, déplacent des populations riveraines et perturbent les cycles naturels des sédiments. C'est pourquoi de nouvelles approches émergent, comme des petites centrales hydroélectriques et des turbines fluviales qui évitent les effets massifs des grands ouvrages. L'énergie géothermique valorise la chaleur interne de la Terre pour produire de l'électricité ou pour chauffer des bâtiments. Dans des lieux à forte activité volcanique ou à failles marquées, comme l'Islande, l'Indonésie, les Philippines et certaines régions des États-Unis d'Amérique, cette ressource est abondante et peut être exploitée avec une grande efficacité. Le forage de puits géothermiques permet l'injection d'eau qui, chauffée en profondeur, remonte sous forme de vapeur pour actionner des turbines. L'énergie géothermique est constante, prévisible et d'empreinte carbone quasi nulle.
Son défi tient toutefois à sa limitation géographique et à des coûts initiaux élevés de forage et d'infrastructures. La biomasse constitue une autre source renouvelable, fondée sur la combustion ou sur la fermentation de matières organiques, résidus agricoles, fumier, bois et cultures dédiées, pour générer de la chaleur, du gaz ou de l'électricité. Gérée de façon durable, elle peut être neutre en carbone, car le dioxyde de carbone libéré lors de la combustion correspond à celui absorbé durant la croissance des plantes. Elle apporte en outre une solution au traitement des déchets urbains et ruraux, en transformant des rebuts en énergie utile. Dans des pays comme la Suède, la Finlande et l'Inde, des centrales à biomasse occupent une place stratégique dans le mix énergétique. Cependant, un mauvais usage, par exemple la déforestation pour des monocultures énergétiques, peut engendrer davantage de problèmes qu'il n'en résout. L'un des grands défis des renouvelables est leur intermittence. Le soleil ne brille pas la nuit, le vent ne souffle pas toujours, les débits fluviaux varient selon les saisons. D'où l'importance du développement de systèmes de stockage, comme des batteries à ion lithium, des chaînes fondées sur l'hydrogène et des stockages thermiques, afin d'assurer un approvisionnement continu. Des réseaux électriques intelligents, capables d'équilibrer l'offre et la demande en temps réel, se déploient pour intégrer de multiples sources renouvelables dans un fonctionnement coordonné, fiable et stable. En parallèle, l'essor des renouvelables exige des investissements en éducation, en infrastructures, en politique publique et en recherche scientifique. La transition énergétique n'est pas une simple substitution de technologie, c'est un changement de paradigme. Elle implique des habitudes de consommation, des formes d'urbanité, de la planification territoriale et de la justice sociale. Pour que les énergies propres bénéficient à toutes et à tous, il faut garantir l'accès, l'équité et la durabilité à chaque maillon de la chaîne, du producteur au consommateur final. L'avenir de l'énergie, contrairement à ceux que beaucoup imaginent, ne reposera pas sur une source unique et miraculeuse. Il prendra la forme d'un bouquet diversifié, décentralisé et intelligent, où chaque type d'énergie renouvelable jouera son rôle complémentaire. L'énergie du soleil, du vent, de l'eau, des entrailles de la terre et du vivant ne nous offre pas seulement une issue technique à la crise fossile. Elle nous invite à repenser que signifie vivre en harmonie avec la planète. L'abondance est à notre portée. Le choix est entre nos mains. Parmi toutes les sources modernes, l'énergie nucléaire occupe une place singulière, à la fois prometteuse et redoutée, efficace et controversée, capable d'alimenter des villes entières avec des émissions très faibles, mais aussi de provoquer des catastrophes environnementales irréversibles. Depuis sa conception au milieu du siècle XX, l'énergie atomique divise, portant à la fois le stigmate des bombes de Hiroshima et de Nagasaki et l'espérance d'une solution propre et abondante pour le futur énergétique de l'humanité. Pour la comprendre avec clarté, il faut entrer dans SE fondements physiques, dans SE avantages, dans SE risques et dans SE limites. L'énergie nucléaire est produite par fission. Des atomes d'uranium-235 ou de plutonium-239, frappés par des neutrons, se scindent en noyaux plus légers en libérant une quantité colossale d'énergie. Cette énergie thermique chauffe de l'eau, produit de la vapeur, met en mouvement des turbines et génère de l'électricité. Le procédé est très efficace. Un seul gramme d'uranium peut fournir autant d'énergie que des tonnes de charbon ou de pétrole. De plus, l'exploitation d'une centrale nucléaire n'émet ni dioxyde de carbone, ni méthane, ni autre gaz à effet de serre, CE qui en fait, en théorie, une source à faibles émissions. Aujourd'hui, des pays comme la France, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine et le Canada opèrent des dizaines de réacteurs. La France tire environ 70% de son électricité de l'atome. Le Japon, malgré la catastrophe de Fukushima, conserve une part de son mix avec des réacteurs remis en service. La technologie a évolué, les réacteurs de 3e génération sont plus sûrs, plus efficaces et conçus pour résister à des défaillances humaines et à des événements naturels. Des prototypes de réacteurs modulaires de petite taille promettent de démocratiser l'accès à l'énergie nucléaire en réduisant coûts et risques, tandis que des concepts de 4e génération, encore en développement, visent à consommer une partie des déchets radioactifs comme combustible. Les risques associés restent toutefois réels et graves. L'accident de Tchernobyl, en l'année 1986, demeure l'exemple extrême. Une explosion dans le réacteur numéro 4
a libéré de grandes quantités de radiation, contaminant des régions d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie. Des milliers de personnes furent évacuées, d'autres milliers développèrent des cancers et une zone d'exclusion demeure inhabitable. En l'année 2011, un tsunami frappa le Japon et provoqua l'effondrement de la centrale de Fukushima Daiichi avec des rejets de matières radioactives vers la mer et vers les sols. Ces désastres ont exposé la vulnérabilité des centrales face aux erreurs humaines, aux défaillances techniques et aux événements extrêmes. Un autre défi majeur tient aux déchets nucléaires. Les résidus radioactifs générés par les centrales restent dangereux pendant des millénaires et doivent être stockés de manière sûre dans des sites géologiquement stables. Il n'existe pas de consensus mondial sur leur destination définitive. Certains pays recourent à des dépôts souterrains profonds. D'autres conservent les déchets dans des installations provisoires proches des centrales. Un risque de fuite, de malveillance ou d'accident lors du transport plane sur cette chaîne. L'extraction et l'enrichissement de l'uranium ont eux aussi des impacts environnementaux et géopolitiques importants. S'ajoute encore le risque de prolifération. La même technologie qui permet d'enrichir l'uranium pour l'usage civil peut, avec des ajustements, produire des matières fissiles pour des armes. Cette dualité fait de la diffusion de l'énergie nucléaire un enjeu stratégique pour la sécurité mondiale. Des organismes comme l'Agence internationale de l'énergie atomique surveillent les activités pour prévenir les détournements, mais le potentiel à double usage demeure un point sensible de la diplomatie. Malgré ces défis, nombre de scientifiques et d'ingénieurs soutiennent que l'énergie nucléaire peut et doit faire partie du bouquet du futur. Dans des scénarios de décarbonation ambitieuses, elle apparaît comme l'une des rares sources capables de fournir une puissance garantie à grande échelle, indépendante des aléas météorologiques. Tandis que le soleil et le vent sont intermittents, l'atome peut fonctionner en continu et offrir une assise stable à des réseaux électriques intégrant de multiples renouvelables. Des pays aux contraintes géographiques ou à la rareté hydrique y voient une option viable. La décision d'investir dans le nucléaire n'est cependant pas seulement technique, elle est aussi politique, culturelle et éthique. Elle suppose d'accepter des risques de faible probabilité, mais d'impact très élevé, et d'assumer une responsabilité intergénérationnelle pour des déchets qui demeureront dangereux pendant des millénaires. Dans le même temps, l'inaction face au dérèglement climatique a elle aussi des coûts incalculables. Dans un monde où chaque solution a ses forces et ses faiblesses, l'énergie nucléaire s'impose comme un outil puissant, à manier avec la plus grande prudence, avec transparence et avec une rigueur scientifique constante. En fin de compte, l'énergie nucléaire n'est ni une rédemption absolue, ni un antagoniste apocalyptique. C'est une technologie complexe, dotée d'un potentiel réel et de risques légitimes, qui exige une maturité collective dans le débat. En des temps d'urgence climatique et de quête d'alternatives propres, elle demeure l'une des options les plus intensément discutées et peut-être l'une des plus inévitables. Face à la complexité énergétique du siècle XXI, il n'y a plus de place pour des solutions uniques ni pour des formules universelles. L'avenir de l'énergie sera édifié sur un réseau diversifié, flexible et interconnecté de technologies, où chaque source aura son rôle spécifique et où chaque innovation constituera une marche supplémentaire sur l'échelle de la durabilité. Cet avenir n'a rien d'abstrait ni de lointain, il commence déjà à se matérialiser dans des laboratoires, dans des jeunes entreprises, dans des centres de recherche et dans des politiques publiques aux quatre coins du monde. La quête ne vise pas seulement des sources plus propres, elle ambitionne un système énergétique intelligent, décentralisé et résilient, capable de répondre aux besoins d'une population en croissance sans dépasser les limites de la planète. Parmi les technologies les plus prometteuses figure l'hydrogène vert, produit par électrolyse de l'eau au moyen d'électricité issue de sources renouvelables. À la différence de l'hydrogène qualifié de gris ou de bleu, dérivé du gaz naturel, l'hydrogène vert n'émet pas de carbone à aucune étape de sa production. Il peut être stocké, transporté et employé comme combustible pour des véhicules, pour des usages industriels et même pour la production d'électricité. Des pays comme l'Allemagne, le Japon, l'Australie et le Chili investissent massivement dans des pôles de production d'hydrogène vert, imaginant un futur où cet élément polyvalent remplacera des combustibles fossiles dans des applications industrielles difficiles à électrifier. Un autre progrès majeur concerne la fusion nucléaire, une technologie qui cherche à reproduire le processus de production d'énergie des étoiles. En fusionnant des atomes légers comme l'hydrogène à des températures extrêmes,
On libère une quantité colossale d'énergie avec un résidu radioactif minimal. À la différence de la fission, la fusion n'implique pas de risque d'effondrement catastrophique et ne génère pas de déchets radioactifs durables. Des projets comme le réacteur thermonucléaire expérimental international en France, ainsi que des initiatives privées comme Hélion et TAE Technologies aux États-Unis d'Amérique, s'emploient à rendre la fusion viable dans les prochaines décennies. Bien qu'elle affronte encore des défis techniques immenses, la fusion représente l'un des plus grands potentiels d'énergie propre et pratiquement illimité pour l'humanité. Les batteries de nouvelle génération sont, elles aussi, cruciales pour rendre possible la transition énergétique. Au-delà des batteries à ion lithium, des technologies comme les batteries à électrolyte solide, les systèmes à flux redox, les batteries au sodium et les dispositifs à air et métal sont en développement pour offrir une densité énergétique plus élevée, une sécurité accrue et un impact environnemental moindre. Stocker l'énergie de manière efficace est essentiel pour compenser l'intermittence des sources renouvelables et garantir un approvisionnement stable. En parallèle, des solutions de stockage thermique, des centrales hydroélectriques réversibles fondées sur le pompage et des systèmes de stockage par gravité sont perfectionnés afin de fournir des alternatives économiques et de longue durée. Un autre axe de la révolution énergétique est la mise en place de réseaux électriques intelligents, capables d'intégrer des sources multiples, de suivre la consommation en temps réel et de redistribuer la charge avec efficacité. Ces réseaux mobilisent des capteurs, des algorithmes et de l'intelligence artificielle afin de prévenir les surcharges, de détecter les défaillances et d'optimiser l'usage de l'électricité. Dans des villes connectées, des toitures solaires résidentielles, des voitures électriques, des batteries domestiques et des bâtiments intelligents interagissent avec le réseau comme de petits nœuds autonomes, formant une maille énergétique distribuée, plus sûre et plus démocratique. L'efficacité énergétique sera un pilier fondamental de cet avenir. Plutôt que de produire toujours plus d'énergie, la nouvelle logique consiste à mieux utiliser celle dont nous disposons déjà. Des bâtiments passifs, dotés d'une isolation thermique avancée, d'un éclairage naturel abondant et d'une ventilation optimisée, peuvent réduire drastiquement la consommation. Des équipements électroniques à très faible consommation, des diodes électroluminescentes, des moteurs pilotés par des variateurs intelligents et des systèmes de chauffage et de refroidissement régulés par des algorithmes font déjà partie du quotidien dans des pays pionniers. L'industrie du futur, avec des procédés optimisés et entièrement numérisés, réduit elle aussi le gaspillage énergétique à grande échelle. Les villes de demain seront centrales dans ces processus. Les centres urbains concentrent plus de 70% de la consommation énergétique mondiale et rassemblent les principaux défis comme les meilleures opportunités de la transition. Des villes intelligentes, fondées sur un transport public électrique, sur une infrastructure cyclable, sur des bâtiments verts et sur un urbanisme durable, possèdent le potentiel de réduire radicalement la demande d'énergie et les émissions. L'idée de la ville de 15 minutes, où tous ceux dont un citoyen a besoin se trouvent à distance de marche ou de bicyclette, incarne un changement de paradigme dans la relation entre urbanisme, énergie et bien-être. Cependant, l'avenir de l'énergie ne se bâtit pas avec la seule technologie. Il exige une volonté politique, une coopération internationale, une inclusion sociale et une transformation culturelle. Des politiques publiques claires, des objectifs ambitieux et des financements accessibles sont indispensables pour accélérer la transition, en particulier dans les pays en développement. L'équité énergétique, c'est-à-dire la garantie d'un accès sûr, propre et abordable pour toutes et tous, figure parmi les piliers de la justice climatique. Sans cela, tout progrès risque d'approfondir les inégalités et de concentrer les bénéfices de la transition entre les mains de quelques secteurs. L'éducation et la conscience collective jouent un rôle décisif. Des consommateurs informés exigent des produits plus durables, poussent les gouvernements à agir et adoptent des habitudes énergétiques responsables. Chaque choix quotidien, de la façon dont nous nous déplaçons à la manière dont nous cuisinons ou éclairons nos maisons, est un vote silencieux pour le type de système énergétique que nous voulons construire. La transition énergétique n'est pas un événement unique, c'est un processus continu qui dépend de chacun d'entre nous. L'avenir de l'énergie sera inévitablement le fruit de la somme des innovations techniques, des décisions politiques, de la responsabilité environnementale et de la coopération entre peuples et nations. Avancer dans cette direction
n'est pas seulement une question de développement, c'est une question de survie et d'héritage. Au fil de centaines de milliers d'années, l'humanité a appris à modeler la nature à son image, y puisant de la nourriture, de l'abri, de la chaleur et finalement de l'énergie. Jamais pourtant cette relation n'a été aussi intense, aussi rapide et aussi risquée que durant les 2 derniers siècles. La dépendance au charbon, au pétrole et au gaz naturel nous a apporté confort, développement et progrès, mais elle nous a conduits à une croisée des chemins existentiels. Ce qui avait commencé comme une découverte libératrice est devenu peu à peu un piège invisible. Plus nous nous nourrissons de cette énergie fossile, plus nous compromettons les fondations mêmes qui soutiennent la vie sur Terre. L'ère du carbone a illuminé les villes, accéléré les routes, relié des continents, mais elle a aussi assombri les cieux, réchauffé les océans et perturbé le climat. Nous faisons face aujourd'hui à une planète épuisée, échauffée et déséquilibrée. L'atmosphère est plus dense en gaz à effet de serre qu'à tout autre moment des 800 000 dernières années. Les calottes glaciaires fondent, les forêts reculent, les océans s'acidifient. Et derrière chaque courbe alarmante se cachent des histoires humaines, des communautés déplacées, des cultures menacées, des vies perdues lors de catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes. C'est eux qui paraissaient lointains, frappent désormais à notre porte. Même si la science a identifié clairement les causes, avec la combustion effrénée des combustibles fossiles, le défi est désormais politique, économique, éthique et profondément collectif. Le temps des hésitations est révolu. C'est eux qui demeurent, c'est le choix. Les alternatives existent. La planète nous offre chaque jour une énergie abondante et propre, dans l'éclat du soleil, dans la danse du vent, dans le courant des fleuves, dans la chaleur des profondeurs et dans le renouvellement permanent de la vie végétale. Les technologies permettant de la capter, de la stocker et de la distribuer sont plus accessibles et plus efficaces que jamais. Des pays, des villes, des communautés et des entreprises montrent déjà qu'il est possible d'ériger un nouveau modèle énergétique, plus propre, plus juste et plus résilient. Mais cette transition ne se fera pas d'elle-même. Elle requiert du courage politique, des investissements en recherche, une éducation environnementale, une innovation industrielle et surtout une volonté sociale. Elle exige que chaque citoyenne, chaque citoyen, chaque gouvernement et chaque organisation reconnaissent leur part de responsabilité et leur pouvoir de transformation. La crise climatique reflète avant tout un déséquilibre entre notre intelligence technique et notre sagesse écologique. Nous sommes capables de déplacer des tonnes d'un simple geste, de traverser des océans en quelques heures, de créer des réseaux connectant des milliards d'êtres. Mais nous hésitons encore à abandonner un modèle énergétique qui nous mène, de façon avérée, au bord du gouffre. Cette contradiction représente le dilemme de notre époque. Nous disposons des moyens, il nous manque le choix. Le choix de cesser d'investir dans la destruction et de commencer à investir dans la reconstruction. Le choix d'échanger la cupidité contre la coopération, l'exploitation contre la régénération, la peur contre l'espérance. En contemplant l'avenir, la question n'est pas de savoir si nous possédons une technologie suffisante pour changer, car nous l'avons. La question est de savoir si nous aurons, en tant qu'espèce, la maturité nécessaire pour transformer ces changements en pacte mondial. L'énergie que nous choisirons demain sera le sol sur lequel fleuriront ou dépériront les prochaines générations. Le type de bouquet énergétique que nous alimenterons aujourd'hui sera le miroir du type de société que nous souhaitons bâtir. Soit nous perpétuons la logique de la rareté, de l'inégalité et de la destruction, soit nous embrassons une abondance intelligente, une solidarité entre générations et un respect profond du vivant. Il n'existe pas de réponse facile, ni de raccourci confortable. Il existe pourtant des chemins possibles, déjà ouverts. À nous de décider si nous les élargirons ou si nous les abandonnerons. La transition énergétique n'est pas seulement une tâche technique ou économique. Elle constitue, au fond, un choix de civilisation. Et dans ces choix, nous définirons non seulement la source de notre lumière, mais aussi la nature de notre ombre. L'avenir sera le reflet des décisions que nous prenons dès maintenant. Entre une planète habitable et une planète blessée, entre la régénération et l'effondrement, la différence tiendra, littéralement, au bouton que nous déciderons d'actionner.